Alain Roy est historien, spécialiste dans les enjeux de patrimoine et de mémoire. Il a rédigé de nombreux ouvrages, articles et rapports. Alain est chercheur régulier au Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal à UQAM. Il est à l'emploi de Bibliothèque et Archives Canada depuis 2008, où Alain occupe actuellement un poste d'analyste principal en recherche stratégique, s'occupant particulièrement des enjeux liés aux langues officielles. Alors, merci d'abord aux organisateurs pour cette participation. On pourrait pratiquement parler de la saison du patrimoine des communautés des langues officielles en situation minoritaire. On en reparlera tout à l'heure. And first and foremost, I would also like to thank Glenn because we're a bit on the same wave of thought, in fact, about moving from archives being seen as a memory deposit to archives as cultural or memorial agent for the collectivity. So, and it's a bit what I want to present to you. Alors, merci. Donc, alors donc la prochaine. OK. Alors donc, d'abord en premier lieu, je pense qu'il est important de placer la relation de la mémoire, en fait, avec la question du patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est une citation de Serge Voyal, Phyllis Lambert sur la loi sur le patrimoine au Québec, qui écrivait dans Le Devoir de février que si la langue française, autrement dit au Québec, est valorisée parce qu'elle est commune, le patrimoine, lui, est essentiel parce qu'il dit ce que nous sommes dans le temps long de l'histoire. Et parallèlement à ça, donc 10 jours plus tard, la ministre Mélanie Joly rendait son rapport sur la modification à la loi des langues officielles et elle précisait dans ce document donc que le gouvernement allait soutenir les communautés. Et c'est dans cet esprit que je vous présente aujourd'hui le travail que Bibliothèque Archives fait en ce qui concerne le patrimoine documentaire. Alors donc, d'abord, on travaille en fonction d'un cadre légal, donc la Bibliothèque Archives doit, comme par sa loi constitutive, doit favoriser la concertation des archives, des milieux intéressés, de soutenir les milieux des archives et des bibliothèques. Et la loi des langues officielles nous oblige aussi à prendre des mesures positives en soutien à cette vitalité-là. Donc, on a un double mandat. Et d'autre part, on a aussi le cadre politique. On sait que dans toute la question, par exemple, du renforcement du soutien à la vitalité va probablement faire partie de la refonte de la loi. C'est ce qui est annoncé. C'est ce qui était aussi demandé par les communautés depuis longtemps. Et à BAC, en fait, depuis 2019, on a adopté une attitude proactive là-dessus. Dans le fond, on a cherché à se rapprocher de nos partenaires naturels qui sont les archives et les bibliothèques en milieu minoritaire. Donc, et c'est ce dont je vais vous présenter. Alors, quelle est cette approche qui a été adoptée? Elle est fondée sur 4 piliers, en fait. Alors, d'abord, celle de se donner des données probantes, se fonder sur des données probantes, c'est-à-dire d'appuyer notre action sur des documents ou des recherches stratégiques qui vont donner les fondements conceptuels propres à soutenir l'action de Bibliothèque Archives, mais peut-être plus largement aussi de tout ce qui concerne le patrimoine en relation avec la vitalité. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a la question de valider donc des programmes et activités à l'interne par le biais d'une lentille Closum, l'animer les réseaux, en fait, et donc la mise sur pied de 2 réseaux, qui sont le réseau archivistique et de bibliothèques, qui couvrent, en fait, la plupart des provinces pour essayer de travailler ensemble, autrement dit, à mieux défendre ou valoriser ou soutenir la vitalité de ces communautés-là. Disons que, et dans ces réseaux-là, dont Screen participe en particulier et d'autres organisations, l'idée étant, en tout cas,
c'est une nouveauté pour ces organisations-là, en particulier des bibliothèques où il n'y avait aucun échange possible, où cette question des bibliothèques en milieu minoritaire était pratiquement absente de l'horizon des discussions. Le dernier point étant de soutenir les CLOSOM, les communautés de langues officielles en situation minoritaire. On sait par exemple que le programme des communautés du patrimoine documentaire, qui est un programme de subvention de Bibliothèque Archives Canada, a versé 1,8 million au cours des 5 premières années. C'était 24% des contributions versées. Et il y a aussi tout un soutien, par exemple, des projets de mentorat via les réseaux CLOSOM. Donc, on a un genre d'approche globale, autrement dit. Et dans cette approche globale-là, je veux vous parler plus principalement de la recherche stratégique. Donc, cette recherche, dans le fond, est importante parce que la loi ne définit pas ni ce que sont des mesures positives, ni ce qu'est la vitalité. Alors, comme on doit veiller à mettre ça en place, on devait donc avoir une approche plus sérieuse. Il y a eu beaucoup d'études qui ont porté sur la vitalité, je vais y revenir plus tard, mais il y a eu vraiment peu d'attention dans cette vitalité-là apportée à l'apport APPORT et l'apport PART de l'histoire du patrimoine et de la mémoire à cette vitalité-là. Alors, pourtant, on le sait que l'historicité, c'est-à-dire l'inscription dans le temps d'une communauté, est une facette majeure de son identité et plus globalement aussi, pas seulement pour les CLOSOM, mais pour toute société. Et donc, pour BAC, en fait, il fallait comment cette histoire, mémoire, patrimoine peut soutenir la vitalité, autrement dit, des communautés. C'était une question qui allait permettre à la Bibliothèque Archives de remplir ses obligations. Alors donc, on a développé 2 grands chantiers de recherche. Le premier sur le concept, sur la vitalité, qui a donné lieu à un concept de vitalité mémorielle. Alors, c'est une recherche qui a été dévoilée en janvier dernier et dont on a eu plusieurs présentations au cours des derniers temps, autour plus d'une centaine de personnes au total. Tout à l'heure, après ma présentation, je vais pouvoir mettre les liens directement dans le chat. Et la deuxième est une étude sur les bibliothèques, en fait. Et encore là, c'est le même problème. Quelles sont les mesures provinciales, territoriales qui encadrent les langues officielles, étant un domaine jusqu'à date complètement inexploré. Maintenant, cette recherche-là, donc, portait d'abord sur la question de la vitalité mémorielle, parce que c'est cette question qui a mobilisé donc, le milieu de la recherche pendant longtemps. Alors, au tout début, on pourrait dire jusque dans les années 70-80, la question de la vitalité était essentiellement associée aux pratiques langagères. Donc, on déterminait la vitalité d'une communauté par l'ensemble des pratiques langagères. Avec la loi donc adoptée un tournant en 2005-2006, ça devient comme une perspective sociétale plus large. Patrimoine canadien va développer un cadre de référence dans les années 2010, mais on reste toujours sur cette dimension ethno-linguistique. On va même faire des études de terrain, mais finalement, des études de terrain, sur les près de 70, il y en avait seulement une dizaine qui avaient une portion relative à la mémoire au patrimoine. Alors, on parle encore moins de patrimoine documentaire, là, donc des archives et des bibliothèques. Une de ces études-là, par exemple, est celle d'Anne Robineau sur les communautés boréales où, par exemple, on parlait des bibliothèques. C'est pratiquement une exception. Prendre un exemple. Alors donc, on va compléter cette idée-là avec la dimension mémorielle, les dimensions de complétude institutionnelle, de dimension spatiale ou même de pôle de création. Mais encore là, dans tout ça, toute cette question de mémoire reste complètement absente et de patrimoine. Alors donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un élargissement donc tout à fait du concept à une intégration plus large de la culture dans le concept de vitalité. Et ça est même souligné à un moment donné
dans une étude qui est réalisée par la Fédération culturelle canadienne-française en 2018, qui déclare que tout ce qui est culture tout ce qui est culture franco-minoritaire n'est pas linguistique. Donc, la constituante linguistique n'est pas la totalité de la spécificité. Il faut y ajouter donc des valeurs, une historicité. Donc, cette inscription dans le temps devient comme un élément clé de ces communautés-là. Alors donc, conclusion logique, on doit élargir le concept de vitalité en y intégrant une vaste gamme de pratiques mémorielles, d'où le concept de vitalité mémorielle. Alors, la vitalité mémorielle, c'est en fait, c'est comment la force, ça définit comme la force et la diversité avec laquelle s'exprime la mémoire d'une communauté dans un espace réel et symbolique déterminé. Alors, cette mémoire, donc, elle se définit plutôt comme l'ensemble des manifestations du rappel du passé, donc dans le présent. Elle s'exprime de multiples façons, on prend des interactions complexes et donne un récit qui est plurivoque et généralement partagé. Dans cette perception, donc, l'histoire joue un rôle important parce que, dans le fond, l'histoire constitue en est une partie prenante et donc, avec sa démarche propre, son apport scientifique. Alors donc, je vais aller rapidement. Pour les deux, je voudrais revenir plus dans ce cadre-là. Donc, quel est l'apport je pourrais revenir sur la vitalité mémorielle, mais je voulais revenir sur la place, finalement, du patrimoine documentaire. Alors donc, le patrimoine documentaire, ici, est défini comme, c'est l'ensemble, autrement dit, des ouvrages, donc des archives, mais aussi des ouvrages publiés. Alors donc, ce qu'on sait, c'est que c'est surtout les archives qui ont fait l'objet de réflexions comme support de mémoire. Donc, c'est essentiellement cette dimension-là donc qui a fait l'objet de travaux. Mais plus récemment, en fait, et Anne Klein présente dans un ouvrage sur une vision critique, en fait, souligne que il faudrait plutôt voir les archives comme un moyen de construction de la mémoire et plutôt que seulement un dépôt de traces ou une forme de mémoire. C'est-à-dire donc que c'est une partie constituante de la fabrication, en somme, en aval donc du dépôt mémoriel, quel usage est fait par la communauté de ces ressources documentaires. Par exemple, dans l'usage artistique ou dans l'usage d'exposition. Donc, il y a tout un impact sociétal qui est à considérer. La même chose avec les bibliothèques. Donc, les bibliothèques sont des dépositaires de ces patrimoines-là, des lieux d'accès à la culture. Donc, sont des éléments essentiels à l'enracinement et au lien social dans la communauté. Alors donc, on pourrait, en réfléchissant, puis en fait, c'est une réflexion qu'on a eue il y a déjà un certain nombre d'années, à laquelle même Yves avait aussi participé dans un échange, on a convenu donc d'essayer de faire un genre de tableau des types d'impact que ce patrimoine avait. Alors donc, on peut parler d'impact direct pour les archives et les centres d'archives, parce que ces impacts-là, donc, sont la question de la présence dans l'espace public d'une ressource documentaire ou de rendre accessible du matériel dans la langue de la minorité. Par exemple, quand vous avez du fait d'avoir une page web en anglais d'un site quelconque, mettons en Gaspésie ou à Beaconsfield ou en français dans des milieux minoritaires francophones, ça devient donc une présence, quand même, une affirmation de la langue de la minorité. Donc, un impact direct sur la vitalité et la performance, on va dire, linguistique, mais il y a aussi un impact indirect qui, lui, ou des impacts induits, qu'on pourrait dire, qui sont ceux associés avec l'usage. Donc l'usage, donc cette question de l'historicité, c'est-à-dire les produits culturels qui mettent en valeur le passé, par exemple les expositions. Il y a aussi la création artistique, donc qui, elle, s'inspire du passé, mais qui quand même inscrit cette pratique ou cette mémoire dans l'espace public. Et enfin, il y a toute la question de l'intégration sociale qui est quand même importante. Alors donc,
juste pour... alors donc, juste rapidement, alors donc on continue le travail, donc on va diffuser le document. Il y a une validation sur le terrain avec un projet de recherche qui se met en marche à l'automne avec une équipe de 11 chercheurs. Donc, on va vraiment développer autour de ce concept-là une validation, une élaboration. On est en train aussi de consolider les réseaux, etc. Et dans cet esprit-là, donc un élément important et à laquelle je voudrais vous convier, c'est la conférence nationale qui va avoir lieu qui commence la semaine prochaine, en fait, sur archives et bibliothèques dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Alors donc, on va avoir une séance d'ouverture, des panels d'experts sur la mémoire, les archives littéraires, l'accès, la représentativité. C'est en ligne, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Alors, on vous invite. Alors, vous avez le tiny URL en bas. Donc, je finis mon pitch là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Alain. J'ai une question. Pour les deux, Alain et Glenn, très concrètement, qu'est-ce que ça donne à une communauté en situation minoritaire de participer dans les activités de patrimoine et d'archivistique sur le plan vitalité? C'est-à-dire, comment si je comprends le message de vos deux présentations, il y a une double fonction. Il y a la préservation de la mémoire, il y a aussi l'activité de consolider la mémoire qui semble être une activité de développement communautaire. Mais j'aimerais avoir vos pensées là-dessus. Alain, veux-tu commencer? OK, I can go first. Oui, je pense que, en fait, la mémoire pour moi, est une pratique culturelle. Le rapport au temps, en fait, l'inscription dans le temps d'une communauté est un marqueur, autrement dit, de lien, est un marqueur et un fabricant de liens sociaux, dans le fond. Donc, toutes les communautés, tous les individus, on s'inscrit toujours dans le temps. Alors, donc, la référence du soi à la communauté est importante. Et dans ce sens-là, il y a tout un récit qui se crée dans cette recherche, en fait, d'une part dans la consommation, on pourrait dire, de la mémoire, mais aussi dans sa fabrication. Et là, il y a tout un enjeu, autrement dit, il y a tout un enjeu qui se joue autour de cette interaction. Donc, il y a une fabrication. Et la question, par exemple, de la diversité se pose, comme le disait Yves ce matin, il y a un besoin de complexité, mais cette complexité-là doit se faire par une ouverture à cette intégration, autrement dit, des contributions de tous et chacun dans la mémoire. La même chose, et ça devient finalement un accès ou une façon aussi de conforter la relation avec la majorité, parce que dans le fond, ça introduit un dialogue qui fait aussi que la majorité peut contribuer à cette reconnaissance. Le cas, par exemple, que Glenn soulevait par rapport au musée de Gaspésie avec les anglophones, mais cette question de l'intégration devient aussi une façon de renforcer ce dialogue et cette contribution. Donc, il y a un enjeu là qui est très dynamique, en fait, parce que la mémoire est un écosystème de récits qui se comprend comme un écosystème comme ça. Et voilà, enfin, je ne veux pas, Glenn, d'autres choses. Merci, je ne veux pas prendre le temps, là. Fait que...